Donc là, l'enregistrement a commencé. On va attendre peut-être encore une petite minute. Bien En sûr. attendant, je vais, pour les personnes, les élèves et les personnes qui sont là, répéter que cette conférence, donc dans le cadre de notre troisième café bio, est enregistrée et elle sera susceptible aussi d'être diffusée, si on le peut, sur la plateforme YouTube. Donc, si vous voulez éteindre votre caméra, vous le pouvez. Si vous voulez la laisser allumée, bien entendu, c'est bien. Merci aussi de couper vos micros et si vous avez des questions après, donc de lever la main sur Zoom et on vous donnera la parole. Donc, on accueille aujourd'hui Monsieur Steve Pascolo. Monsieur Pascolo, vous êtes un chercheur français, si je ne me trompe, Oui. spécialiste en immunologie moléculaire. Donc, ça fait peut-être peur déjà, mais non, il ne faut pas trop avoir peur. C'est un domaine très, très important. Vous travaillez à l'hôpital universitaire de Zurich. Vous dirigez une équipe de recherche dans le département de dermatologie et vous êtes aussi le fondateur et président d'un nouveau laboratoire de pharmaceutique, je crois, le laboratoire Micher Pharma. Micher, du nom du scientifique suisse qui a découvert une molécule dans le noyau qu'il avait nommée la nucléine et qui se révèle être en fin de compte l'ADN. Et si on vous a convié à nous rejoindre aujourd'hui, c'est aussi pour nous parler de vos recherches que vous menez depuis très très longtemps sur l'ARN messager et sur son implication justement dans les vaccins. Et on voit que depuis 2020, vous, en tant que précurseur de ce type de recherche, d'ailleurs, vous nous avez dit précédemment que vous aviez collaboré aussi avec les chercheurs Uğur Şahin et Zeynep Türeci de BioNTech, que vous connaissez bien. Donc, vous avez développé effectivement ces méthodes de recherche qui sont aujourd'hui essentielles pour revenir à un monde, on va dire, normal. Donc, merci beaucoup, Monsieur Steve Pascolo, d'être avec nous et on vous laisse la parole. Merci beaucoup pour votre invitation, c'est un plaisir. Je vais présenter des choses dont certaines peut-être vous connaissez, d'autres moins, donc n'hésitez pas à m'interrompre au cas où je ne suis pas clair et je vais aussi m'interrompre parfois pour demander s'il y a des questions et merci donc à ce moment-là d'adresser les points qui ne vous semblent pas clairs et il n'y a pas de mauvaises questions, toutes les questions sont bonnes et je vous encourage à me les poser. Donc, effectivement, pour ma biographie, je vais quand même rappeler que effectivement, j'ai étudié à Paris et j'ai fait ma thèse à l'Institut Pasteur. En 1998, je suis parti à Tübingen et là, j'ai en général eu une double carrière académique où j'avais un groupe de recherche à l'Université de Tübingen et où j'ai cofondé en 2000 CureVac, la première compagnie dédiée aux vaccins ARN messagers. Et ensuite, donc en 2006, j'ai quitté CureVac. Je n'ai plus de lien avec CureVac, je n'ai pas d'action et je n'ai pas de bénéfices financiers des vaccins ARN messagers. J'ai préféré ma liberté académique à nouveau à l'hôpital universitaire de Zurich. Et effectivement, comme vous avez dit, j'ai fondé une toute petite compagnie, mais qui est juste pour protéger de la propriété intellectuelle, qui n'est pas un laboratoire, qui s'appelle Micher Pharma, du nom du découvreur suisse Friedrich Micher, qui a découvert en Allemagne, à Tübingen, les acides nucléiques dans les noyaux des cellules. Et j'ai créé aussi en 2016 à Zurich la première plateforme académique de production d'ARN messager. Je vais commencer par un petit peu d'immunologie parce que je ne sais pas si tout le monde connaît bien le domaine, mais de manière un petit peu synthétique, je vous rappelle que lorsqu'un pathogène entre dans le corps, il est donc un virus, une bactérie, un parasite, il est reconnu par le système immunitaire parce que les pathogènes ont des molécules qui sont conservées et qui sont reconnues par ces récepteurs ici, qu'on appelle les Toll-like receptors, qui reconnaissent certains patterns dans les virus et les bactéries. C'est pour ça que ces récepteurs s'appellent Pattern Recognition Receptor. Et ces récepteurs, par exemple, dans les cellules dendritiques, qui sont partout, dans la peau, dans le foie, partout, il y a des cellules dendritiques. Dès qu'il y a un virus, ces récepteurs sont activés et donc l'inflammation commence. C'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire innée. Et elle va tout de suite contrôler le virus, le pathogène. Et en plus, les cellules dendritiques vont digérer les virus, les bactéries, et vont présenter à leur surface des fragments de ces virus ou de ces bactéries. Ces fragments sont présentés sur ce qu'on appelle des molécules de classe 1 ou de classe 2, MHC1, MHC2. Le petit fragment ici noir, il vient du pathogène.
et il est présenté aux cellules CD4 lorsqu'il s'agit d'un MHC classe 1 ou CD8 lorsqu'il s'agit d'un MHC classe 2. Pardon, CD8, MHC classe 1, CD4, MHC classe 2. Et donc, les cellules dendritiques, de cette manière, vont activer les cellules T CD8 cytotoxiques, les CD4 auxiliaires. Ces cellules activées vont faire différents rôles. Elles vont activer aussi les cellules B. Et les cellules B sécrètent les anticorps. Les cellules cytotoxiques et les anticorps vont attaquer les pathogènes et les neutraliser. Donc, vous avez une immunité innée qui va tout de suite se mobiliser grâce à ces récepteurs conservés et qui va induire une immunité adaptative avec des cellules B, des cellules T, et donc qui vont attaquer le virus et aussi garder la mémoire. Et lorsque vous faites un vaccin, vous utilisez exactement le même processus, activation de la réponse immunitaire innée. C'est pour ça que vous avez besoin dans certains vaccins d'adjuvants pour avoir une inflammation, pour induire cette réponse innée qui va ensuite résulter en une réponse adaptative et une mémoire immunologique sous la forme d'anticorps et sous la forme de cellules T. Pour mesurer cette réponse immunitaire dans le laboratoire, on a beaucoup de méthodes disponibles. Je vais vous montrer les deux à peu près les plus utilisées. Pour la réponse humorale, c'est-à-dire les anticorps, on utilise ce qu'on appelle un ELISA. Donc, pour faire un ELISA, vous avez des petits puits en plastique sur lesquels vous déposez la protéine que vous voulez tester. Dans le cadre du Covid, vous utilisez une protéine, la protéine de spicule du virus SARS-CoV. Vous achetez cette protéine, elle existe, des compagnies la produisent. Vous pouvez la mettre sur ce plastique, elle va rester bloquée sur le plastique. Ensuite, vous mettez votre sérum, donc un échantillon de sang, à différentes dilutions. Vous laissez incuber. Et puis ensuite, vous lavez et vous venez, donc les anticorps dans votre sérum qui sont spécifiques, par exemple de la spike, vont rester bloqués, ils vont reconnaître l'antigène, ils vont rester bloqués dans le puits. Donc ensuite, vous pouvez venir avec un anticorps commercial qui va reconnaître vos anticorps, donc un anticorps anti-anticorps. Et cet anticorps vert ici a une enzyme qui va convertir un colorant dans une autre couleur. Donc, lorsque ces anticorps ici reconnaissent les premiers anticorps qui ont été eux-mêmes bloqués parce qu'ils ont reconnu l'antigène, à ce moment-là, donc vous mettez un réactif et grâce à l'enzyme sur l'anticorps vert ici, ce réactif va changer de couleur et comme ça, vous pouvez mesurer si vous avez eu des anticorps ici contre cet antigène. Si vous n'avez pas les anticorps bleus, si vous n'avez pas d'anticorps contre l'antigène rouge, à ce moment-là, il n'y aura pas d'anticorps vert, il n'y aura pas de changement de couleur. Donc, comme ça, vous pouvez mesurer dans différentes dilutions de sérum de différentes personnes s'ils ont l'anticorps contre l'antigène, donc ici le SARS-CoV-2, ou s'ils ne l'ont pas, et aussi s'ils en ont beaucoup ou pas beaucoup. Plus on en a, moins il faut diluer. Plus on en a, plus on peut diluer et garder la conversion de la couleur. De manière similaire, on quantifie la réponse immunitaire. À nouveau, c'est dans des puits, mais cette fois, on fixe un anticorps qui reconnaît une cytokine. Les cellules T, lorsqu'elles sont activées, produisent des protéines qu'on appelle cytokines. Et donc, ici, on met d'abord un anticorps qui reconnaît les cytokines. Ensuite, on met les cellules du sang dans le puits. Et lorsque les cellules sont activées, elles vont produire cette cytokine. Et donc, à chaque endroit où vous avez une cellule qui est activée, vous allez avoir un point grâce à nouveau à un anticorps qui est couplé à une enzyme. Donc, à la fin, dans votre puits, vous avez des points et chaque point était une cellule qui s'est activée grâce à la réaction dans le puits. Donc, comme ça, vous pouvez quantifier combien vous avez de cellules T contre un antigène spécifique, par exemple, contre le SARS-CoV. Ce sont des méthodes un peu plus compliquées, un peu plus difficiles à mettre en place que les anticorps. C'est pour ça qu'en général, on mesure très facilement les anticorps. Vous avez toujours les résultats anticorps, par exemple, dans le cas de la pandémie. C'est un peu plus compliqué de mesurer les cellules T, mais c'est important parce qu'elles protègent aussi contre les virus. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade sur l'immunologie et les méthodes de mesurer la réponse immunitaire? S'il n'y en a pas, je continue. L'histoire des vaccins, en bref. Donc, la variole, causée par le virus de la variole, était vraiment une pandémie dans les siècles précédents. Et en 1796, en Angleterre, Edward
Jenner, qui était médecin, a commencé des expériences. Il y avait des observations qui montraient que les personnes en contact des vaches étaient protégées contre la variole. Donc, il y avait beaucoup d'observations. Les gens savaient dans les campagnes qu'ils étaient protégés contre la variole lorsqu'ils étaient en contact des vaches. Donc, Edward Jenner a utilisé cette connaissance pour se dire il y a quelque chose qui se passe. Il a fait l'expérience suivante. Il a pris, donc il y avait une laitière qui était infectée par une maladie chez la vache, qui était la variole de la vache. Lorsque les hommes sont infectés par la variole de la vache, ils ont une toute petite maladie, donc beaucoup moins grave que la variole humaine. Ils ont quelques plaies. Et donc, Jenner a pris les plaies d'une laitière et les a inoculées à un enfant qui n'avait jamais été en contact de la variole. Donc, cet enfant a une petite variole de vache, comme la laitière, donc il a reçu la même maladie que la vache a transférée à la laitière, Jenner l'a transférée à l'enfant. Donc, il a été légèrement malade, comme c'est le cas toujours avec cette variole de vache. Puis, quelques temps plus tard, Jenner a pris des plaies, cette fois-ci d'une personne affectée par la variole humaine, donc la forme grave, et avec cette forme grave, il a infecté l'enfant. Et là, l'enfant a été protégé, n'a pas été malade. Ce sont des choses, bien sûr, qu'on ne fait plus du tout aujourd'hui. Pour sa participation qui a été donc donnée par les parents pour que l'enfant subisse ce traitement expérimental, Jenner a donné une petite maison à l'enfant, donc il y a toujours une plaque sur la maison parce que Jenner a remercié l'enfant pour sa participation plus ou moins volontaire, mais c'était la première fois qu'il y avait une vaccination active, donc en transférant un virus atténué, parce qu'au fait, le virus de la vache, pour nous, est un virus atténué. Donc, l'enfant a été vacciné. C'est pour ça que ça s'appelle vaccin, vacca, la vache en latin. Donc, c'était une vaccination parce que l'échantillon venait de la vache en passant par la laitière. Et donc, cet enfant a été vacciné contre l'inoculation d'un virus, une inoculation volontaire d'un virus. Et donc, c'était le principe, la première démonstration de la vaccination contre la variole. Et par ce processus, à la fin, donc, la variole a été éradiquée en 1980. Ici, dans ce tableau, je vous donne une liste non exhaustive des différents vaccins qui sont disponibles. En couleur, ce sont ceux proposés en Suisse, recommandés en Suisse. Je les ai mis ici en 3 groupes. Ici, vous avez les vaccins qui sont vivants, atténués. Ici, vous avez les vaccins qui sont inactifs, ils sont morts. Ce sont des virus morts, inactivés par des traitements chimiques. Et ici, vous avez des vaccins qui sont ce qu'on appelle sous-unitaires, qui sont produits grâce à une protéine ou un sucre qui vient spécifiquement d'un pathogène. Ce qui est important de noter, c'est que dans ces vaccins vivants, comme la rougeole, les oreillons, la rubéole, la fièvre jaune, ce sont des virus à ARN. Et donc, ces virus vivants, lorsqu'on vous les injecte, ils affectent vos cellules, ils donnent à vos cellules leurs ARN et vos cellules produisent les protéines de virus, signalent au système immunitaire qu'il y a un danger, la réponse innée, les cellules dendritiques digèrent les antigènes, les présentent à l'organisme. C'est important parce qu'on va parler vaccins ARN qui sont nouveaux, mais ce qui est nouveau, c'est simplement les vaccins ARN synthétiques. Les vaccins à ARN naturels sont anciens. Vous les avez reçus si vous avez été immunisé contre la rougeole, les oreillons, la rubéole ou la fièvre jaune. Vous avez reçu des vaccins ARN sans que vous le sachiez, sans que le médecin qui vous injecte le sache, mais c'était vraiment une injection d'ARN messager qui, grâce au virus, à l'infection des virus inactifs, des virus atténués, a été transférée dans vos cellules et vos cellules, grâce à cet ARN étranger, ont produit les antigènes qui ont permis de développer la réponse immunitaire qui vous protège contre les virus. Donc, les vaccins ARN existent depuis longtemps, la fièvre jaune depuis plus de 80 ans, mais les gens ne savaient pas, lorsqu'on les vaccinait, qu'on leur donne au fait des ARN. Maintenant, les nouveaux vaccins synthétiques, je les représente ici. Donc, à nouveau, ici, vous voyez par exemple les anciens vaccins à ARN naturels, oreillons, rougeole, rubéole. Ce sont des virus qui contiennent des molécules d'ARN et qui contiennent aussi beaucoup d'autres molécules, des protéines du virus, une enveloppe lipidique du virus.
des protéines de surface du virus. Donc, ces virus atténués sont très complexes, mais ils fonctionnent lorsque vous les injectez en donnant leurs ARN dans vos cellules, et vos cellules font les protéines. Dans ces vaccins qui sont injectés sous-cutanés, ce ne sont pas les protéines du virus qui induisent directement l'immunité, ce sont les ARN codant pour les protéines. Les vaccins synthétiques, ici, qui sont nouveaux, qui viennent d'être approuvés contre le Covid, ont des structures similaires, sauf qu'elles sont plus simples. Ils contiennent un ARN messager synthétique qui est dans une capsule lipidique. La capsule lipidique, pour les 3 vaccins, disons pour les 2 vaccins approuvés et celui du CureVac, contiennent 4 lipides différents qui sont mélangés. Donc, ce sont des structures très simples, un ARN, 4 lipides, et c'est ça, les nouveaux vaccins ARN synthétiques, plus simples à fabriquer, plus simples dans leur composition que les vaccins ARN naturels que vous avez eus éventuellement dans votre vie. Il y a 14 vaccins, maintenant on va aller vers le Covid. Donc il y a 14 vaccins contre le Covid qui ont été approuvés dans au moins un pays dans le monde. Des vaccins à base de protéines, donc des formes connues de vaccins, donc, où là vous utilisez une protéine du virus, vous la mettez dans un adjuvant, vous donnez ça en intramusculaire. Ces nouveaux vaccins à ARN, les deux, celui de Moderna et celui de BioNTech, développés et testés aussi par Pfizer, mais la technologie vient de BioNTech, du professeur Ugur Sahin et Özlem Türeci, qui sont turcs, qui sont formidables, qui ont développé BioNTech, une compagnie extraordinaire en Allemagne. Il y a aussi de nombreux vaccins à base d'adénovirus recombinant inactivé, dont le AstraZeneca, qui est accepté dans de nombreux pays. Pardon, ils sont là, les virus, les coronavirus, pardon, les adénovirus inactivés, atténués, recombinants. Et il y a aussi donc des vaccins inactivés, donc des virus qui sont produits, qui sont traités chimiquement et qui sont injectés pour déclencher une réponse immunitaire. Donc on a ces différents vaccins. Ce que je veux souligner ici, c'est que tous ces vaccins induisent une réponse immunitaire contre cette protéine spike, la protéine qui est à la surface du coronavirus SARS-CoV-2. Par contre, il faut savoir que tous ces vaccins ne codent pas pour exactement la même protéine spike, et c'est important parce qu'on va parler des variants. C'est important de savoir que les vaccins ARN codent pour une spike modifiée, on appelle spike PP, elle a 2 prolines, donc elle n'a pas la séquence exacte qui est celle dans le virus, elle est un petit peu modifiée pour donner une structure particulière à la protéine qu'on appelle préfusion, qui est la structure à la surface du virus et qui est la structure contre laquelle vous voulez avoir des anticorps. Donc ces vaccins ARN messagers codent pour cette protéine modifiée, et le vaccin de Johnson & Johnson code aussi pour cette protéine modifiée. Mais le Sputnik et l'AstraZeneca codent pour la protéine sauvage. Donc il y a des différences dans l'antigène codé par les différents vaccins, qui peut aussi expliquer pourquoi certains vaccins protègent mieux contre des variants que d'autres. Dans l'ensemble, les protéines PP, la protéine spike mutée, semblent donner des meilleures protections contre les variants que les protéines sauvages, comme dans le cas du AstraZeneca. On va revenir sur ce point. Ici, je vous montre rapidement les avantages et les désavantages des différents types de vaccins. Peptides, plasmides ADN, donc ADN recombinant, adénovirus recombinant, mRNA synthétique, que je vais appeler parfois IVT pour in vitro transcribed, c'est la manière dont on produit l'ARN, je reviendrai sur cette notion, des protéines ou des sucres, des virus inactivés, donc des virus vivants que vous allez ensuite inactiver par la formaldéhyde ou par un traitement chimique, et les virus atténués. En bleu, ce sont les formats qui ont été approuvés contre le coronavirus, contre le Covid-19. Donc, on a des vaccins à base, comme j'ai montré sur la slide précédente, à base d'adénovirus, d'ARN messager synthétique, de protéines ou des virus inactivés. Ici, je vous montre un peu donc les différentes étapes du développement d'un vaccin, ce qui peut expliquer pourquoi certains ont été plus rapides à développer que d'autres. Le design, c'est-à-dire à quoi va ressembler votre vaccin, c'est très facile avec l'ARN messager parce que vous savez quelle protéine vous voulez coder, quelle protéine du virus vous voulez coder, et donc vous faites l'ARN correspondant à cette protéine.
Alors que quand vous faites par exemple des adénovirus ou quand vous faites des protéines recombinantes, c'est plus difficile de savoir dans quelles conditions et comment vous allez produire votre vaccin. La production en grande quantité est aussi très facile pour l'ARN, on y reviendra. C'est plus difficile lorsque vous produisez des virus, des adénovirus ou des virus inactivés. C'est parfois compliqué de produire en grande quantité parce que, par exemple, pour faire des virus inactivés, il faut que vous produisiez le vrai virus. Vous pouvez imaginer à quel point c'est dangereux de produire en grande quantité le SARS-CoV-2. Donc, il faut des conditions vraiment exceptionnelles pour pouvoir produire en toute sécurité de grandes quantités de virus, et spécialement pendant une pandémie. Ici, je mets les conditions. Lorsque vous produisez un virus ou un vaccin, par exemple contre la grippe, est-ce que c'est rapide ou pas pour vous de produire un vaccin contre le SARS-CoV-2? Et au fait, si vous produisez par exemple déjà un vaccin inactivé contre la grippe et que vous devez produire un nouveau vaccin contre le SARS-CoV-2, c'est pas facile parce que c'est un virus différent. Il va vous falloir optimiser les conditions de production. Est-ce que vous produisez dans des œufs, dans des cellules? À quel moment vous collectez le virus? À quel moment, comment vous faites pour le purifier, pour le préserver? Même si vous êtes un expert de production de vaccins grippe à base de virus inactivés et que vous devez produire un vaccin anti-SARS-CoV-2, ça va vous prendre du temps. Même si vous avez les connaissances et les conditions, il va falloir tout réévaluer. Ce n'est pas le cas avec l'ARN messager. Et finalement, donc, les problèmes théoriques de sécurité. Je dis bien théoriques parce que ici, en bleu, donc on a les vaccins approuvés. Comme je disais, il y en a 14 qui ont été approuvés. Les vaccins approuvés sont sûrs et efficaces. Donc, ils ont passé les phases 1, 2 et 3. Ils ont pu prouver qu'ils étaient sûrs et efficaces. Maintenant, il y a des problèmes théoriques. Donc, particulièrement pour les virus à ADN, comme les adénovirus, parce que, comme vous le savez, l'ADN peut persister, peut s'intégrer dans les génomes, théoriquement, et donc c'est un problème théorique que ces vaccins viraux ont, les adénovirus, parce qu'on ne sait pas encore très bien, donc, s'ils peuvent effectivement persister longtemps et s'intégrer, et quelles sont les conséquences. Ces problèmes n'existent pas avec les autres formes de vaccins. L'ARN messager est vite dégradé, les protéines sont vite dégradées et les virus inactivés sont morts et sont aussi éliminés. Je vais donner quelques détails d'efficacité et de protection de certains vaccins avant d'aller dans le détail des vaccins ARN messagers. J'ai choisi donc 5 vaccins différents, donc à base de protéines, le Novavax, à base d'adénovirus recombinant, l'AstraZeneca, ou à base d'ARN messager, le BioNTech Pfizer, le CureVac et le Moderna. Comme je disais tout à l'heure, la plupart codent pour cette protéine spike, qu'on appelle aussi spicule, en français du virus SARS-CoV-2, modifié, PP, sauf l'AstraZeneca qui code pour la protéine spike dans sa forme sauvage, wild type. L'efficacité de ces 5 vaccins est ici. Le Novavax, la protéine, protège à 95% contre la souche Wuhan de 2020. Le AstraZeneca protège un peu moins bien contre la souche Wuhan. Et les ARN messagers de BioNTech, Pfizer et de Moderna donnent une protection de 95%, ce qui est énorme. N'oubliez pas, ce n'est pas 100%, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont reçu les 2 injections et qui ont quand même développé un Covid qui était moins sévère, mais il ne faut pas imaginer que les 2 injections vont vous donner une immunité, une protection à 100%. Il y a des gens qui sont immunisés, donc 5%, et qui ont quand même donc, développé le Covid. Mais 95% des cas de Covid dans ces études étaient dans les placebos et seulement 5% dans les vaccinés. Maintenant, il y a les variants qui sortent, qui sont des inquiétudes, particulièrement le variant sud-africain. Les autres variants d'Angleterre, du Brésil, ne posent pas vraiment de problème, mais ce variant sud-africain est le seul contre lequel la protection induite par les vaccins protéines et aussi par les vaccins ARN est réduite. Le vaccin AstraZeneca ne protège pratiquement pas contre cette forme. Donc, à nouveau, on en revient peut-être, c'est pas sûr, mais à la forme de la protéine. Ici, vous voyez en microscopie cette protéine spike, différents clichés de la protéine du virus MERS et du virus SARS. Tout ça, c'était des datas qui existaient avant la pandémie de 2020.
donc grâce au MERS et au SARS, qui étaient des épidémies plus tôt, vous voyez que cette protéine a deux structures, soit allongée, soit en champignon. Et lorsque vous mettez les deux prolines, vous n'avez la structure qu'en champignon de cette protéine spike, du MERS ou du SARS. Donc cette protéine PP est comme ça tout le temps dans cette forme champignon, qui est la forme à la surface du virus, et jamais dans la forme allongée, qui est une forme qui n'est pas à la surface du virus. Vous ne voulez pas d'anticorps contre cette forme-là, vous voulez des anticorps contre cette forme-ci. Donc, ces trois vaccins ARN messager et le vaccin Novavax utilisent cette forme-là, alors que le AstraZeneca, finalement, code pour les deux formes. Donc, peut-être, effectivement, ça résulte en une immunité moins forte contre ce variant d'Afrique du Sud avec l'AstraZeneca et un petit peu réduite aussi avec les autres vaccins. Les doses utilisées pour ces 5 vaccins sont dans la même gamme, dans le microgramme, 5 microgrammes pour la protéine, 2 injections, 2 microgrammes à peu près d'ADN dans l'AstraZeneca, 2 injections, et 130 ou 12 microgrammes d'ARN messager, 2 injections dans les vaccins à base d'ARN messager. À nouveau, les préoccupations théoriques, il n'y en a pas dans l'ARN messager puisque c'est une molécule transitoire, on va revenir sur ça. Par contre, les vaccins basés sur des adénovirus recombinants, théoriquement, peuvent recombiner, persister ou s'intégrer dans le génome. Les vaccins à base de protéines ont peu de préoccupations théoriques, sauf qu'ils ont des impuretés, parce que dans les protéines, il y a toujours des impuretés qui peuvent donner plus d'allergies et il faut aussi des adjuvants. Maintenant, on va focaliser sur l'ARN messager. Vous voyez ici un dessin d'une cellule. Dans la cellule, il y a le noyau. Et dans le noyau, il y a les chromosomes qui contiennent l'ADN. L'ADN dans les chromosomes est transcrit en ARN, qu'on appelle ARN prémessager. Cet ARN prémessager est très modifié dans le noyau. Il y a des parties qui s'en vont, on appelle ça épissage, et d'autres parties qui sont reconnectées ensemble. Et donc l'ARN à la fin est plus court. Il est modifié à son extrémité ici, qu'on appelle 5'. En général, on écrit toujours l'extrémité 5' à gauche. Il y a ce qu'on appelle une coiffe, cap en anglais, qui correspond à cette structure moléculaire, qui sont donc deux bases avec un pont triphosphate entre les deux bases. C'est important, c'est la manière dont la cellule signale que ça, c'est un ARN messager. Les autres ARN, qui sont des ARN de transfert, des ARN ribosomaux, n'ont pas cette structure à leur 5'. En 3', les ARN messagers sont polyadénylés. Ils ont une séquence de plusieurs A, 100, 200 A à la fin, qui permettent à la fin à cet ARN messager d'être un ARN mature, capé, polyadénylé, qui peut aller dans le cytoplasme de la cellule. Il est encore un petit peu modifié dans le cytoplasme et ensuite, par les ribosomes, il est traduit en protéines. Donc ça, c'est ce qui se passe dans n'importe quelle cellule de mammifères. L'avantage de l'ARN messager, c'est qu'il est transitoire. C'est-à-dire, dans la cellule, l'ARN messager est traduit en protéines, puis il est dégradé. Et il y a du nouvel ARN qui revient du noyau pour coder la protéine. Donc l'ARN messager est toujours transitoire, il est toujours dégradé, alors que l'ADN, lui, reste. In vitro, dans le laboratoire, on peut produire cet ARN messager. On peut le produire de deux manières. On le produit non modifié ou modifié. La production non modifiée est une production d'ARN messager dans le tube où les 4 bases des acides nucléiques de l'ARN, l'adénosine, la cytosine, la guanosine, l'uracile, sont non modifiées. Donc, grâce à ça, on obtient un ARN de cette structure, similaire à celui-ci, non modifié. Et cet ARN, comme on l'a vu tout au départ, active ces fameux Toll-like receptors, ces récepteurs qui reconnaissent les pathogènes et qui reconnaissent l'ARN dans les pathogènes. Donc cet ARN non modifié stimule, lorsqu'on l'injecte, ces récepteurs et stimule l'immunité innée. Pour cette raison, ces ARN non modifiés sont beaucoup utilisés depuis 20 ans en vaccination contre les cancers, contre les virus ou contre les allergies. Maintenant, il est possible aussi de faire de l'ARN modifié, ça a été publié en 2005,
Et cet ARN modifié a comme avantage, on utilise la pseudo-uridine à la place de l'uridine. Et l'avantage de ces ARN modifiés est qu'ils ne sont plus reconnus par la réponse inflammatoire, par la réponse immunitaire. Donc vous pouvez injecter des ARN modifiés, ils ne vont pas induire de réponse immunitaire. Pour cette raison, les ARN modifiés ont été d'abord utilisés pour ce qu'on appelle la thérapie génique finalement, c'est-à-dire on injecte de l'ARN qui code une protéine thérapeutique, par exemple l'érythropoïétine ou des anticorps, des formes modifiées d'anticorps. Donc c'est comme si vous voulez de l'insuline. Quand vous injectez de l'insuline, si vous avez du diabète, vous ne voulez pas de réponse immunitaire contre votre insuline, vous voulez la fonction de l'insuline. C'est ce qui se passe ici quand vous injectez de l'ARN modifié. Vous avez une protéine qui est une protéine thérapeutique, ça peut être de l'insuline, ça peut être de l'érythropoïétine, et vous ne voulez pas de réponse immunitaire. C'est l'opposé des vaccins. Quand vous injectez de l'ARN pour vacciner, là, vous voulez la protéine et vous voulez une inflammation qui va déclencher une réponse immunitaire contre la protéine. Donc, ce sont deux choses opposées et complémentaires, puisque pour faire des traitements, vous voulez faire des vaccins ou des thérapies avec des protéines thérapeutiques. L'ARN modifié aussi peut être utilisé pour reprogrammer des cellules. Vous pouvez changer la fonction d'une cellule en lui donnant un ARN messager qui va lui annoncer à la cellule de changer de fonction. Et vous pouvez aussi changer les génomes. Si vous utilisez de l'ARN messager qui code pour cette protéine Cas9 et que vous donnez en même temps un guide, ces complexes-là peuvent aller modifier l'ADN. Je ne rentre pas dans le détail. En 2017, de façon assez curieuse, il a été aussi démontré que ces ARN modifiés peuvent être utilisés dans la vaccination. Ce n'est pas clair pourquoi et comment ça fonctionne, puisque normalement, il faut stimuler ces récepteurs pour avoir une réponse immunitaire. Dans ces vaccins ARN messagers modifiés, c'est probablement le liposome qui est autour de l'ARN qui déclenche cette réponse innée, mais ce n'est pas encore très bien décrit. Voici ici comment on produit de l'ARN messager dans le laboratoire et aussi dans les usines qui produisent les vaccins actuels. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour faire un ARN messager. Il vous faut de l'ADN, un plasmide qui vient d'une bactérie. Donc, c'est un plasmide recombinant, quelque chose que vous avez développé. Donc, ici en rouge, le gène que vous voulez transformer en ARN. Dans le cas du Covid, ça serait le gène codant pour la spicule du SARS-CoV-2. Et donc, dans cet ADN, ici, vous avez mis devant, par génie moléculaire, un promoteur de quelque chose qui est reconnu par les RNA polymérases. Et ce promoteur est spécifiquement reconnu par des polymérases qu'on appelle T7 ou SP6. Donc, au départ, vous avez dans votre tube du plasmide et vous le linéarisez avec une enzyme de restriction qui va couper le plasmide et le faire linéaire. Au départ, dans les bactéries, ces plasmides sont circulaires. Vous le coupez pour qu'il soit linéaire, puis vous rajoutez la RNA polymérase qui reconnaît ce promoteur ici. Et cette RNA polymérase va copier ce gène de nombreuses fois, comme une photocopieuse. Imaginez que l'ADN est un livre, la RNA polymérase est une photocopieuse, l'ARN messager est la photocopie. Donc vous mettez le livre sur la photocopieuse, vous appuyez sur 1000 copies, et en quelques heures, la photocopieuse va vous faire 1000 photocopies. Dans le cas de cette production, c'est un brin d'ADN va donner à peu près 1 millier de brins d'ARN messager. La polymérase finit son travail, fait une copie, s'arrête ici et repart, elle refait une autre copie. Donc vous avez une amplification dans votre tube de l'ADN qui devient ARN et vous avez de nombreuses molécules d'ARN qui sont produites dans votre tube. Après quelques heures, vous mettez de la DNase, c'est un enzyme qui va détruire l'ADN, l'ARN n'est pas affecté, et ensuite, vous pouvez purifier votre ARN messager simplement en le précipitant, ou il y a d'autres méthodes un peu plus sophistiquées pour le purifier, et là, vous avez l'ARN messager qui est prêt pour être injecté, pour être formulé, puis injecté pour faire des vaccins ou des thérapies. Ce qui est important dans cette production ici, c'est que chaque étape est robuste. Ça veut dire qu'une fois que vous avez une production, une usine qui vous produit de l'ARN messager, vous pouvez produire de l'ARN messager quel que soit ici le gène, que ce soit un gène codant pour une protéine de grippe, pour une protéine de Covid, pour une protéine de tumeur, de cancer. À chaque fois, c'est le même processus et il fonctionne toujours. Ça simplifie énormément la vie pour la production de vaccins parce que vous n'avez pas à réoptimiser vos processus,
À nouveau, si vous produisez une protéine de grippe et qu'ensuite vous devez produire une protéine de SARS-CoV-2, vous allez devoir tout réanalyser, tout réoptimiser parce que chaque protéine est différente et a besoin d'étapes de production différentes. Alors que l'ARN, c'est toujours ce processus, quel que soit ici le gène en rouge. C'est pour ça que ça a été très vite de développer les vaccins à base d'ARN messager, parce que les compagnies qui savaient faire de l'ARN messager pour faire des vaccins, par exemple, anti-cancer ou anti-grippe, ont pu tout de suite utiliser ce processus et leurs équipements pour produire des ARN messagers pour vacciner contre le SARS-CoV-2, sans rien optimaliser, sans rien changer dans le processus, juste en utilisant le plasmide qui contient le bon gène. C'est ça l'avantage extraordinaire des vaccins ARN messagers dans le contexte d'une pandémie. Vous pouvez très vite produire des nouveaux ARN. Une fois que vous avez votre processus établi, vous pouvez produire n'importe quel ARN très rapidement. Ici, vous voyez, ça prend quelques heures. Ça, c'est dans le laboratoire. Dans les usines qui produisent en grande quantité, ça prend un peu plus de temps parce que chaque étape est contrôlée et vérifiée. Mais dans les usines, ce processus prend 5 jours. Donc, en 5 jours, vous produisez un nouveau vaccin, en tout cas un nouvel ARN. Ensuite, bon, dans la production pharmaceutique, à la fin de la production, vous vérifiez la stérilité, etc. Ça prend 2 ou 3 semaines en plus. Mais la production en elle-même, elle est très simple, elle est robuste, donc elle fonctionne tout le temps. Donc si on a des nouveaux virus SARS-CoV-2 variants et qu'il faut produire des nouveaux vaccins un peu différents, on va changer un peu le plasmide ici et on va reproduire de l'ARN messager très rapidement, très efficacement, sans délai. Il y a des questions? S'il n'y en a pas, je continue. Quelques faits sur l'ARN messager. On entend des choses parfois inexactes, donc il faut remettre les choses à leur place. On entend souvent que l'ARN n'est pas stable. C'est faux. L'ARN est très stable. In vitro, en l'absence de RNase, l'ennemi de l'ARN, c'est les RNases. Mais quand vous produisez in vitro dans un tube de l'ARN messager, il n'y a pas de RNase. Vous utilisez des produits qui n'ont pas de RNase. Donc l'ARN est très stable. En vérité, l'ARN est la molécule biologique la plus stable. C'est la seule que vous pouvez chauffer à 95 degrés. Donc, les autres molécules comme l'ADN, si vous les mettez à 95 degrés, ils se dénaturent. Les protéines à 95 degrés, elles se dénaturent. L'ARN messager, qui n'est qu'un seul brin, c'est la seule de ces molécules biologiques que vous pouvez mettre à 95 degrés et qui va garder sa fonctionnalité. Vous pouvez le congeler, le lyophiliser, le chauffer à 95 degrés. L'ARN messager ne bouge pas, ne perd pas sa fonctionnalité. Donc l'ARN messager n'est pas instable. Il est au contraire la molécule biologique par rapport aux protéines, à l'ADN, au virus. C'est le plus stable, c'est le seul que vous pouvez chauffer. Donc c'est un avantage. Par contre, les formulations des vaccins dans des liposomes, que je vous ai montré au départ, cette couche lipidique autour de l'ARN, c'est cette couche-là qui est fragile. C'est la raison pour laquelle ces vaccins sont gardés, ces vaccins ARN, à basse température, au frigidaire ou au congélateur. Ce n'est pas à cause de l'ARN comme on l'entend parfois, ce n'est pas vrai. L'ARN, lui, est stable. Ce qui est instable, ce sont les liposomes, ce sont des bulles de gras qui peuvent un peu fusionner ou se désagréger et qui vont donc changer un peu la formulation du vaccin. Et c'est pour ça que ces vaccins doivent être gardés congelés. Ce n'est pas l'ARN, ce sont les liposomes. L'ARN, lui, est stable. Un troisième fait, c'est que l'ARN dans les liposomes, on nous a dit beaucoup en 2020, c'est nouveau, c'est nouveau. Ce n'est pas vrai. Il y a déjà un produit qui a été accepté en 2018 qui s'appelle ONPATRO. C'est un produit à base d'ARN, ce n'est pas de l'ARN messager, c'est ce qu'on appelle du siRNA, Small Inhibitory RNA. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est le Small Inhibitory RNA, ça détruit les ARN messagers. C'est un mécanisme un peu différent. Néanmoins, c'est de l'ARN dans un liposome. Il est donné aux patients qui souffrent d'amyloïdosis héréditaire à transthyrétine. C'est une maladie rare. Et ces patients reçoivent 30 mg d'ARN messager, d'ARN, siRNA dans ce liposome en intraveineux toutes les 3 semaines. Et ça, c'est un médicament approuvé depuis 2018. Donc, depuis 2018, on injecte en routine des médicaments approuvés à base d'ARN dans des liposomes. Donc, à nouveau, ce n'est pas de l'ARN messager, mais le fait d'injecter des ARN synthétiques dans des liposomes, ce n'est pas nouveau et c'est approuvé déjà depuis 2018. Et en plus, on verra après, mais les vaccins sont injectés dans des microgrammes, donc 1000 fois moins que ce que les patients ici reçoivent
30 mg d'ARN toutes les 3 semaines. Donc, vous voyez, la sécurité du vaccin, vous pouvez l'imaginer, puisqu'on reçoit 1000 fois moins que ces ARN ici qui sont administrés toutes les 3 semaines chez ces patients. Comme je vous ai montré sur la page précédente, la production d'ARN messager ne nécessite que des enzymes. Ces enzymes et l'ADN viennent de bactéries et des produits chimiques, des nucléotides. Donc la production d'ARN messager est végétalienne. L'ARN messager est un vaccin végétalien, vegan. C'est important parfois parce que non seulement ça peut limiter les allergies, beaucoup de vaccins à base de virus sont produits dans des œufs, et donc les gens qui sont allergiques aux œufs ne peuvent pas recevoir ces vaccins parce qu'il y a des traces de l'œuf dans ces virus extraits et poussés dans des œufs. Donc les contaminations par des produits animaux, des vaccins à base de virus sont un problème pour les allergies. C'est aussi parfois un problème selon les convictions. Donc pour des gens qui sont véganes, ils ne veulent pas forcément accepter des vaccins qui ont été des virus poussés dans des œufs de poules fertilisés. Donc, il y a un avantage aussi ici aux vaccins ARN messagers. Ils sont végétaliens, donc moins de risque d'allergie. Et effectivement, pour certaines populations, c'est un avantage. Enfin, au niveau de la production, comme je vous ai montré sur la page précédente, c'est facile de produire de l'ARN messager, mais en plus, ça se fait dans des petites quantités. Dans seulement 6 litres de cette in vitro transcription, donc dans 6 litres où vous avez l'ADN, l'enzyme et les nucléotides, vous allez faire suffisamment d'ARN messager pour 1 million de doses de vaccin. Si vous voulez faire 1 million de doses de vaccin à partir d'un virus, il vous faut des milliers de litres de culture cellulaire, parce que ce sont des cellules qui vont être dans des grands silos infectés par un virus, et les cellules vont produire d'autres virus, et vous avez besoin de milliers de litres. Donc, vous avez besoin de très grandes installations pour produire des virus vaccinaux. Alors que pour produire de l'ARN messager vaccinal, vous avez besoin d'installations 1000 fois moins grandes pour les mêmes quantités. C'est aussi un grand avantage des vaccins à base d'ARN messager. Leur production est facile dans des relativement petites infrastructures. Un peu d'histoire sur les vaccins ARN messagers. La première démonstration que l'ARN messager synthétique produit dans un tube peut être utilisé in vivo a été publiée en 1990 par une équipe américaine. Ils ont décrit qu'ils pouvaient produire de l'ARN synthétique, l'injecter dans un muscle de souris, et cet ARN messager synthétique codait a codé pour la protéine qu'on pouvait à ce moment-là détecter chez la souris. Donc, ils ont injecté de l'ARN messager nu, c'est-à-dire pas dans des liposomes, juste l'ARN messager directement dans le muscle, et cet ARN messager a été pris par les cellules et a produit la protéine codée par l'ARN messager. C'était une nouveauté publiée en 1990 par une équipe américaine. Le premier vaccin à base d'ARN messager au laboratoire chez des souris a été publié en 1993 par une équipe française. Ils ont utilisé un ARN messager synthétique qui codait pour une protéine de la grippe. Ils ont formulé cet ARN messager dans des liposomes, donc très similaires à ce qu'on a aujourd'hui, et c'était il y a 25 ans. Et ils ont injecté ces ARN messagers synthétiques codant pour une protéine de grippe dans des liposomes à des souris. Et ils ont vu que ces souris faisaient des réponses immunitaires contre la grippe. Donc là, en 1993, une équipe française a montré pour la première fois que vous pouvez utiliser de l'ARN messager synthétique pour vacciner. 2 ans plus tard, une équipe américaine a confirmé ces résultats, mais ils n'ont pas utilisé de liposome, ils ont utilisé l'ARN nu, comme dans la publication de 90, c'était des ARN synthétiques codant pour une protéine de cancer, et ils ont montré chez des souris que cet ARN synthétique pouvait aider à protéger les souris contre le cancer. Ensuite, en 2000, dans le laboratoire où je suis venu en 1998, chez le professeur Hans-Georg Gramensee, mon collègue Igmar Hör, pendant sa thèse, a fait un projet que Hans-Georg Gramensee lui a donné, qui était le vaccin ARN messager, similaire à ce qui avait été fait en 1993. Et Igmar, pendant sa thèse, a pu montrer qu'effectivement, l'ARN nu, comme ce qui avait été fait en 1995, ou formulé dans un autre type de particules, pas des liposomes, mais ce qu'on appelle la protamine, pouvait être utilisé pour vacciner des souris. Sa publication est sortie en 2000. J'ai rencontré Igmar lorsque j'étais chez Hans-Georg en 1998. Et en 2000, on a tous ensemble, avec un ami, Florian von der Mulbe, aussi avec un autre professeur de chimie, CureVac. Donc, c'était la première compagnie dédiée au vaccin ARN messager. Et le premier défi de cette compagnie,
c'était de produire de l'ARN messager en conditions pharmaceutiques. Vous n'injectez pas chez les gens quelque chose que vous produisez dans un laboratoire. Pour être autorisé à injecter chez des humains des choses, il faut produire dans ce qu'on appelle des conditions GMP, Good Manufacturing Practices. Ce sont des conditions très précises, très régulées. Vous avez vu des images de personnes vraiment très habillées dans des pièces très propres. C'est dans ces pièces-là qu'on produit des produits qui peuvent ensuite être injectés. Donc, le premier défi de CureVac, ça a été de produire de l'ARN messager pour injection. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans le monde. Il n'y avait personne qui faisait ça. Donc, on a été obligé d'obtenir des fonds nécessaires pour créer une usine à production d'ARN messager pour des injections chez l'homme. Donc ça, c'était le premier défi et il fallait aussi optimaliser le vaccin. Il ne fonctionnait pas encore très bien. On devait l'améliorer, améliorer la formulation, améliorer l'ARN, produire pour les injections chez l'homme et le tester en clinique. Donc on a mis en place une production, une usine vraiment pharmaceutique pour produire l'ARN messager. On a fait les premières injections chez l'homme, chez moi. Ici, c'est ma jambe en 2003. Et on a injecté ici, je me suis fait injecter à plusieurs reprises, de l'ARN messager qui code pour une protéine qui s'appelle luciférase. Vous connaissez les lucioles, ces mouches qui font de la lumière. Elles font de la lumière parce qu'elles expriment une protéine qui s'appelle luciférase. C'est une protéine qui peut convertir un produit qui s'appelle luciférine en lumière. Cette protéine luciférase, on l'utilise beaucoup dans les laboratoires parce qu'elle permet de savoir si vous avez un ARN qui code pour la luciférase, vous pouvez très facilement mesurer la traduction de votre ARN simplement en regardant la lumière. Donc, vous pouvez transfecter un ARN dans des cellules et les cellules vont produire de la lumière. Donc, vous pouvez comme ça optimaliser votre ARN, optimaliser la formulation. Plus l'ARN est efficace, plus les cellules vont produire de lumière. Et on utilisait aussi chez les animaux pour tester les formulations d'ARN messager. Et je l'ai testé chez moi, effectivement, pour savoir si nous aussi, humains, comme les souris, on pouvait prendre l'ARN messager qu'on nous injecte et l'exprimer. Donc ici, vous voyez une ligne qui limite la bulle formée par l'injection d'ARN qui code pour la luciférase. Donc, un jour après, quelques heures plus tard, sous anesthésie locale, on a fait des biopsies, pris des petits morceaux de peau au niveau de l'injection d'ARN messager codant pour la luciférase, mais aussi en dehors de la zone d'injection comme contrôle. Dans les petits morceaux de peau contrôle in vitro, dans le laboratoire, il n'y a pas d'émission de lumière. Par contre, dans les petits morceaux de peau pris au niveau du site d'injection de l'ARN messager codant pour la luciférase, il y a une production de lumière. Donc, on a pu montrer comme ça que chez l'homme aussi, lorsqu'on injecte de l'ARN messager synthétique, il est pris, il est traduit et il fait donc ici la protéine, la fonction de la protéine, la production de lumière peut être mesurée. Ensuite, on a fait donc des essais cliniques. On a publié des essais cliniques de vaccins anti-cancer en 2008. C'était les premières études cliniques publiées que nous avons réalisées à Tübingen. On a vacciné des patients mélanomes et des patients qui ont des cancers du rein avec des vaccins ARN qui étaient faits pour les aider à faire une réponse immunitaire contre leur cancer. Donc, on a publié ces premières études en 2008, puis en 2010-2011. À la même année, en 2008, il y a eu la création de BioNTech par Ugur Sahin et Özlem Türeci à Mainz, à Mayence, en Allemagne. Et 2 ans plus tard, la création de Moderna, l'autre compagnie qui produit aussi des vaccins ARN messagers de nos jours. Donc, vous voyez ici les dates 2000 pour CureVac, 2008 pour BioNTech et 2010 pour Moderna. Si on en vient finalement, si on conclut sur les vaccins ARN messagers dans le contexte du Covid, je résume ici leurs caractéristiques. Les 3 vaccins ARN messagers qui sont développés, disons, il y en a 2 approuvés et 1, celui de CureVac, encore en développement. Les 3 sont des liposomes, pas de l'ARN nu, mais de l'ARN dans un liposome. Les 3 sont injectés en intramusculaire et les 3 codent pour ces protéines de spicule modifiées avec ces 2 prolines. Moderna a été la première compagnie en 2020 à tester un vaccin contre le Covid. Ils ont injecté les premiers volontaires le 16 mars. Le virus a été publié au mois de janvier. Et donc, le 16 mars, 2 mois plus tard, le vaccin était prêt et a été injecté. C'est extrêmement rapide. Un nouveau virus, 2 mois plus tard, un vaccin déjà chez l'homme. Ils ont été extrêmement efficaces. Ils ont testé
Au départ, quand on fait une essai clinique, ça s'appelle phase 1, et c'est une escalation de doses. On injecte différentes doses du produit. Et on regarde les effets secondaires, et ils ont commencé les doses à 25 microgrammes jusqu'à 250 microgrammes. Le BioNTech, donc Ugur Sahin ou Zenturecci, ont commencé juste un peu plus tard avec Pfizer, et ils ont injecté de 1 à 100 microgrammes de leur formulation vaccinale à base d'ARN messager. CureVac a commencé plus tard, en juin, et ils étaient dans une gamme de 2 à 12 microgrammes. Tout ça, ce sont les effets de phase 1, dose, escalation de dose. Toutes ces études ont été publiées. Elles ont montré en phase 1 que ces vaccins ARN messagers en liposome intramusculaire et codant pour Spike sont sûrs et bien tolérés. Il y a des effets secondaires, comme c'est attendu dans les vaccins, bien sûr. Vous déclenchez une réponse immunitaire, donc il y a les personnes ressentent parfois donc des effets secondaires, parfois plus sévères, parfois pas du tout, mais dans l'ensemble, il y a quand même des effets secondaires. Ce qui est très important, c'est que dans toutes ces doses, tous les volontaires ont séroconverti, c'est-à-dire que tous les volontaires ont développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, même lorsqu'ils ont reçu 1 microgramme d'ARN messager. C'est donc très efficace. Même aux basses doses, les volontaires ont séroconverti, ils ont eu des anticorps contre le SARS-CoV-2. Par contre, les anticorps, ce qu'on appelle neutralisants, c'est-à-dire les anticorps qui vont pas seulement reconnaître le virus, mais le bloquer, ceux-là, ils n'étaient disponibles chez tous les participants qu'après la seconde injection. Donc, c'est important d'avoir une seconde injection de ces 3 vaccins ARN messagers. Ce qui est approuvé pour l'instant, c'est le Moderna avec la dose de 100 microgrammes, qui était au milieu de leur essai clinique, et qui est celle qui est approuvée, et 30 microgrammes aussi au milieu de la dose, des doses utilisées par BioNTech Pfizer. Le CureVac est en cours, il est en phase 3. On espère qu'il sera approuvé au mois de mai ou de juin, si tout va bien, et il contient 12 microgrammes d'ARN messager seulement. Donc, les vaccins approuvés, Moderna et BioNTech, donnent plus de 95% de protection contre la maladie. À nouveau, n'oubliez pas que ça veut dire qu'il y a des personnes vaccinées qui développent quand même la maladie. Ce n'est pas un miracle. Il n'y a pas 100% de protection. On peut être vacciné et développer la maladie, mais elle sera moins sévère, bien sûr. Mais néanmoins, des gens vaccinés peuvent développer la maladie. Parce que parfois, on voit sur les réseaux sociaux, quelqu'un connaît quelqu'un qui a eu des vaccins et qui a quand même tombé malade. Oui, c'est une protection à 95%. Et aussi, les résultats en Israël, sur une population entière, ont montré que le vaccin ne protège pas que contre la maladie, il protège aussi contre l'infection. Quand vous êtes vacciné, vous avez moins de risques aussi d'être infecté. Donc, l'infection elle-même est limitée par la vaccination et la maladie aussi. Je vous donne juste ici pour finir l'exemple des anticorps obtenus chez les volontaires vaccinés par le BioNTech Pfizer. Ça, c'est les résultats de leur étude de phase 1. Ils ont vacciné des volontaires entre 18 et 55 ans. Des volontaires, il faut souligner ici, qui sont bien braves, parce qu'en 2020, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont portés volontaires pour tester ces vaccins expérimentaux. Il faut les applaudir. Donc, des jeunes volontaires, des volontaires plus âgés, qui ont reçu 10 microgrammes, 20 microgrammes ou 30 microgrammes du vaccin expérimental. C'était au mois de mars, avril, mai, juin 2020. Les personnes plus âgées, 30 microgrammes. Vous voyez ici le sérum, les anticorps dans le sérum de placebo, de gens qui n'ont reçu que de l'eau salée. Il n'y a pas d'anticorps neutralisant contre le virus. Ici, vous voyez le sérum de personnes qui ont eu le Covid naturellement et qui ont des anticorps dans leur sang qui neutralisent le virus. Et là, vous voyez les anticorps chez les volontaires qui ont participé à l'essai clinique de BioNTech Pfizer après une première injection à jour 1, une deuxième injection 3 jours plus tard. Ils ont donné leur sang avant la première injection, après la deuxième injection, une fois et 2 fois. Vous voyez qu'une semaine à jour 28, après la deuxième injection, tous les volontaires ont des anticorps neutralisants, même à la dose de 10 microgrammes, contre le virus. Il y a plus d'anticorps encore à 20 microgrammes ou 30 microgrammes, et vous voyez que les anticorps sont plus hauts que chez les personnes qui ont récupéré de l'infection naturelle et du Covid. Donc ces vaccins sont très efficaces, vous donnent des anticorps
neutralisant encore plus haut que lorsque vous avez la maladie. Et vous le voyez chez les personnes plus jeunes et chez les personnes plus âgées. Donc ça, c'est les résultats qui vous montrent que dans le sang, vous avez des anticorps qui neutralisent le virus SARS-CoV-2, même à des doses basses du vaccin ARN messager. La dose approuvée est celle-ci, 30 microgrammes, qui donne une protection importante, même chez les personnes plus âgées. Avec ça, j'ai fini. Si vous voulez plus d'informations, j'ai un article en français qui est sorti il y a un mois dans un journal médical suisse. Et surtout, si vous avez des questions, je suis heureux d'y répondre. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps et je serai heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup, Monsieur Pascolo. Beaucoup de détails. J'espère que les gens ne sont pas trop perturbés par tous ces détails, mais c'était très intéressant. Donc, est-ce qu'il y a des questions, soit sur les vaccins, soit sur les risques, soit sur le futur de ces vaccins? J'ai une question. Je peux la poser, Monsieur Pascolon? S'il vous plaît, oui. Oui, et concernant les doses, Moderna, c'était dit 100 microgrammes, et BioNTech 30 et CureVac 12. Oui. Et pourquoi ces différences? C'est selon l'efficacité du vaccin que... Il y a les deux. Il y a à la fois, les formulations ne sont pas exactement les mêmes. L'ARN messager, dans tous les cas, est similaire. Chez Moderna et BioNTech, il est modifié. Chez CureVac, il n'est pas modifié, mais ça joue probablement pratiquement pas de rôle. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas sûr que l'ARN non modifié et l'ARN modifié soient différents dans les vaccins. Ce sont des choix, mais pour l'instant, qui ne sont pas vraiment documentés au niveau de l'efficacité. Donc ça ne doit pas jouer un grand rôle, mais les liposomes autour de cet ARN sont un petit peu différents pour les trois compagnies. Chaque compagnie a sa propre petite recette, ce qui fait peut-être que la recette de CureVac peut-être est un peu plus efficace que celle de Moderna. Mais ce n'est pas seulement ça, il y a aussi une question peut-être de choix stratégique. Si je retourne sur les résultats de BioNTech, vous voyez que ça marche bien avec 20 microgrammes et avec 30 microgrammes. Donc BioNTech aurait pu aussi choisir d'avoir dans son vaccin 20 microgrammes. C'était suffisant pour que tous les volontaires aient des anticorps neutralisants. Donc il y a les résultats. Donc, il y a peut-être des différences un petit peu dans les formulations qui font que certaines doses, certaines compagnies ont besoin d'un peu plus que d'autres, mais aussi il y a un choix à faire quand vous avez ce genre de résultat. Vous pouvez choisir aussi 20 microgrammes, vous pouvez choisir 30 microgrammes, vous pourriez aussi choisir 100 microgrammes si vous voulez être sûr que vraiment même quelqu'un qui soit un peu immunologiquement faible réponde. Donc il y a les résultats un petit peu différents peut-être d'une compagnie à une autre, mais aussi donc un choix à la fin de se dire bon, on va être dans une gamme où on peut produire, parce que plus il faut injecter par personne, plus il va falloir produire, c'est un peu compliqué. En même temps, on veut être sûr d'avoir des anticorps élevés chez tout le monde. Donc, ce sont aussi des choix des différentes compagnies. Je pense que le Moderna aurait fonctionné avec 30 microgrammes aussi. Et ce vaccin, est-ce qu'il va créer une mémoire quand même si on doit le renouveler, ça a la chance de créer une mémoire parmi les cellules de défense des anticorps? Oui, vous avez raison de poser la question. Ces formulations d'ARN messager sont quand même nouvelles. Donc l'ARN messager existe depuis longtemps, on l'a testé depuis 2003. Mais ces formulations précisément, ces liposomes, ces injectés en intramusculaire sont quand même assez nouveaux. Donc on n'a pas de recul très long sur leur durée d'efficacité. Les premiers volontaires injectés, c'était au mois de mars par Moderna, donc il y a un an. Donc au mieux, on peut voir après un an. Et au fait, Moderna et BioNTech ont montré des résultats maintenant après 6 mois, parce que bien sûr, même si les vaccinations chez les volontaires ont commencé au mois de mars, elles ont couru sur mars, avril, mai. Donc, vous avez aussi des volontaires qui ont été injectés en juin. Donc, vous récupérez encore aujourd'hui du sang de ces volontaires. C'est aussi pour ça que les études cliniques sont encore ouvertes. Il y a des gens qui pensent que les études cliniques continuent, mais la vérité, c'est qu'il faut garder l'étude clinique ouverte officiellement pour continuer à prendre du sang des volontaires dans le cadre de l'étude clinique et observer ensuite est-ce qu'il reste des anticorps dans le sang des volontaires. Et BioNTech et Moderna ont publié des résultats après 6 mois, donc chez plusieurs volontaires déjà vaccinés en début 2020. Après 6 mois, il y a toujours des anticorps neutralisants très forts et il y a toujours une protection contre le Covid.
Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'au moins 6 mois, la protection dure. Peut-être qu'elle va durer 1 an, 2 ans, 5 ans, on ne sait pas encore, mais on peut dire aujourd'hui que 6 mois, vous n'avez pas besoin de nouvelles injections. 6 mois après la seconde injection, vous continuez à avoir une immunité qui vous protège contre le Covid. Et au fur et à mesure du temps, on va apprendre combien de temps les protections durent, mais peut-être qu'elle va durer des années. D'accord. Et pour le vaccin chinois, est-ce qu'on a ces données aussi, s'il protège après un certain temps, si c'est durable, les anticorps? Oui, pour le vaccin chinois, je n'ai pas présenté parce qu'on a peu de résultats, enfin, on a peu de publications. Pour tous ces vaccins, disons AstraZeneca, Moderna, BioNTech, tout est publié dans des revues scientifiques où les résultats sont vérifiés. Pour les produits chinois, on n'a pas ces publications scientifiques. Donc, on a des communications des compagnies et des autorités chinoises, mais assez peu de publications scientifiques. Donc, je n'ai pas présenté. Et là, je ne pourrais pas vous dire en détail le niveau de protection et la durée de la protection avec les vaccins chinois. D'accord, merci. Bernard, tu avais une question? Docteur, parce bonjour. que ah, pardon. Non, Oui, vous d'abord, pouvez Bernard. continuer. Non, allez-y, Yelisanam. S'il vous plaît. Pınar doit poser, n'est-ce pas, Laurent? Oui, Bernard avait demandé la main. Mais ça peut durer un peu long. Non, Je peux non, faire à la fin. vas-y. Ah. Bonjour, je m'appelle Pona, je suis le président du club AIGEN. Peut-être vous avez entendu, c'est le concours international génétique. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Je vais vous poser des questions au nom de mes amis du club AIGEN, si vous va. Ça vous va? Avec plaisir. Avec plaisir. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on doit avoir le vaccin un peu avec des dosages, désolé, plusieurs fois? La réponse est là. Vous voulez dire pourquoi est-ce qu'on doit avoir 2 injections? Oui, c'est ça. Vous voyez ici sur le graphique, un jour 21 après la première injection, vous avez des anticorps neutralisants, mais pas beaucoup. Et vous voyez, 1 semaine après la deuxième injection, vous avez ce qu'on appelle un effet boost, qui est très important. Donc, vous voyez sur ces résultats qu'une seule injection donne des anticorps neutralisants, mais pas chez tout le monde. Vous voyez ici, à cette dose, il y a un volontaire qui n'a pas d'anticorps neutralisants. Donc, c'est trop bas. Ici, vous voyez que chez les personnes de 65 à 85 ans, avec 20 microgrammes, les 10 personnes n'ont pas d'anticorps neutralisants après une seule dose. Après la deuxième dose, 1 semaine après la deuxième dose, ils ont des anticorps neutralisants. Donc, vous voyez, pour avoir des anticorps neutralisants, il faut vraiment la deuxième injection. Mais pourquoi il y a un boost? Vous voulez dire pourquoi il n'y en a pas plusieurs? Oui, pourquoi c'est la deuxième qui fait le boost? Ça, c'est vraiment un paramètre de la réponse immunitaire. Donc, la réponse immunitaire, elle réagit très fortement à quelque chose qui revient. Et ça a du sens parce que si vous vous coupez, par exemple, et qu'il n'y a rien de problématique, la réponse immunitaire règle le problème. Et par contre, si c'est un virus, ça va continuer à stimuler. Et là, la réponse immunitaire se rend compte que ce n'est pas juste une petite impureté qui est rentrée, mais quelque chose qui se développe. Donc, le système immunitaire répond quand il y a quelque chose qui se passe, mais répond très fortement quand ça se repasse. Parce que là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vit. Les 2 injections, elles imitent un peu un virus qui proliférerait. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui arrive et le problème augmente. Et la réponse immunitaire répond au problème, mais répond surtout très fortement à l'augmentation du problème. D'accord, merci. La deuxième question, c'était combien de temps doit passer entre les injections? Dans les essais cliniques, c'était 3 semaines pour BioNTech, 4 semaines pour Moderna. Donc ça, c'est les datas qu'on a avec ces résultats. Maintenant, dans beaucoup de pays,
ils utilisent une protection, un temps plus long entre les deux injections. Une seule injection donne une protection partielle. Donc, quand vous avez une injection, 2 semaines après, vous êtes déjà partiellement protégé. C'est ce qu'on voit ici. Donc, il y a des personnes qui, après une injection, 15 jours après une injection, commencent à être moins sensibles au virus. Donc, comme il y a dans certains pays un manque de doses, certains pays ont décidé de vacciner plus de gens avec une injection pour donner à plus de gens une protection partielle, quitte à attendre plus longtemps pour la protection totale. Ce sont des choix stratégiques un peu compliqués. On peut imaginer que chez des gens fragiles, des gens âgés, des gens qui ont des maladies chroniques, il faut faire les 2 injections en peu de temps, et que chez des gens, par exemple, plus jeunes, en bonne santé, on peut faire une seule injection et attendre un peu avant la 2e injection de façon à ce que les doses soient utilisées prioritairement pour les gens fragiles. Ce sont des choix politiques plus que des choix scientifiques. Scientifiquement, 3 semaines est bien. Comme ça, vous avez une protection totale 1 mois après la première injection. Donc, si vous êtes injecté au 1er avril, au 1er mai, vous êtes protégé. Donc, c'est l'idéal. Mais effectivement, dans un contexte où il n'y a pas suffisamment de doses, la stratégie peut être une seule injection qui permet chez pas mal de personnes d'avoir quand même une protection qui n'est pas totale, mais c'est vraiment un choix stratégique dans l'épidémie si vous voulez beaucoup de monde avec une protection partielle ou moins de personnes avec une protection totale. Donc, ce sont des choix un peu politiques et c'est pour ça que parfois, ils ont rallongé les délais de façon à ce que les doses soient disponibles pour plus de monde pour avoir une première injection. D'accord. Et la dernière question, pourquoi le vaccin de AstraZeneca pose des problèmes de santé? C'est la dernière question. Ça, c'est un peu difficile à expliquer. Il y a des effets peut-être du virus ou peut-être de la protéine spike codée par le virus. On connaît ces effets secondaires avec les vaccins adénovirus qui sont utilisés, développés depuis longtemps, qui n'ont été approuvés qu'en 2020. Le premier vaccin adénovirus recombinant a été approuvé en juillet 2020. C'est un vaccin contre Ebola de Johnson & Johnson. Avant ça, les vaccins adénovirus recombinants étaient testés en laboratoire et dans des essais cliniques, mais pas non plus approuvés. Donc, les 2 vaccins qui ont été approuvés à l'occasion du Covid, les vaccins ARN et les vaccins adénovirus recombinants, sont pour la première fois approuvés en 2020. Et on savait déjà avec les vaccins adénovirus contre Ebola qu'il pouvait y avoir des très rares cas de thrombose. Ce sont des cas très très rares, beaucoup plus rares que par exemple chez les femmes qui prennent la pilule contraceptive. Donc, il faut garder en mémoire que les effets secondaires avec l'AstraZeneca sont très, très rares, mais ce sont des effets qui étaient déjà connus avant avec cette forme de vaccin, cette forme de virus atténué. Parfois, il peut y avoir des problèmes. Et c'est aussi pour cette raison qu'on a développé les vaccins ARN messagers dès 1993. Pour nous, dès 1998, c'était parce qu'on savait que pour d'autres formes de vaccins, il pouvait y avoir des problèmes dans les essais cliniques ou des problèmes théoriques de persistance. C'est pour ça qu'on a développé les vaccins ARN messagers. Donc, c'est connu qu'avec certains types de vaccins atténués, dont les adénovirus recombinants, il peut y avoir des problèmes. Mais c'est rare, quand même. Est-ce que c'est le même cas dans le vaccin Johnson & Johnson? Oui. Oui. D'accord, c'était le tout. Sputnik, le AstraZeneca et le Johnson & Johnson sont des adénovirus recombinants déficients. Donc, ce sont des plateformes similaires. Il y a des petites différences, mais Sputnik V, AstraZeneca et Johnson & Johnson sont effectivement des vaccins adénovirus recombinants qui posent les mêmes problèmes, des cas très rares de thrombose et un risque potentiel de persistance. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Penard. Je vais donner la parole au docteur Meliquet, qui est docteur dans notre lycée. Merci Monsieur Laurent et merci beaucoup Docteur Pascalot, félicitations et merci beaucoup pour votre belle présentation.
J'ai en fait deux questions. Premièrement, est-ce qu'il y a des chances quand même d'une reverse transcription et est-ce qu'il y a une chance, en fait, disons un risque de ces ARN messagers d'intégrer au génome humain, à votre avis? En biologie, on ne peut jamais dire non. Oui, je sais. Oui, oui. Tout se passe, on apprend, on parle des choses différemment chaque année, on découvre des mécanismes cellulaires. Donc, je dirais jamais non, c'est impossible, parce que rien n'est impossible. Les cellules sont extraordinaires et les organismes sont extraordinaires. Par contre, effectivement, pour l'instant, on ne voit pas cette possibilité. Vous savez, pour qu'un ARN soit reverse transcrit, les mécanismes sont très compliqués dans la cellule. Les virus, les rétrovirus, ont de nombreux mécanismes qui leur permettent cette reverse transcription. Ils ont dans leurs ARN des séquences particulières qu'on appelle les LTR, les Long Terminal Repeat. Ces séquences-là, dans la cellule, sont reconnues par d'autres séquences, par certaines protéines. Ça fait un complexe particulier qui permet à la reverse transcriptase de reverse transcrire l'ensemble. Tout ça sont des mécanismes compliqués. En plus, les cellules, elles ont des mécanismes pour reconnaître ça et pour lutter contre ça. Donc, les virus, ils ont des protéines qui leur permettent d'échapper à la reconnaissance par les cellules cyprocellus. Tout ça est très compliqué. C'est pour ça que les rétrovirus ont développé beaucoup de protéines et beaucoup de méthodes pour que ça soit spécifique. L'autre raison que ça soit si spécifique, c'est que si ça ne l'était pas, les rétrovirus ne pourraient pas se développer. Parce que si n'importe quel ARN messager pouvait être reverse transcrit, les cellules mourraient. Parce que les ARN messagers, chaque cellule a des dizaines de milliers d'ARN messagers. Et si un rétrovirus arrive là et qui commence à reverse transcrire n'importe quoi, la cellule va mourir et le virus ne va pas se développer. Parce que si n'importe quel ARN messager devient de l'ADN, ça devient un complet chaos dans la cellule et la cellule meurt. Donc, c'est pour ça que les rétrovirus ont des mécanismes très, très ciblés pour que leurs ARN messagers seulement soient reverse transcrits et s'intègrent. Ce sont des processus très contrôlés, très complexes. N'importe quel ARN messager dans la cellule n'est pas reverse transcrit. Donc, est-ce qu'il peut y avoir des échappements? Est-ce qu'il peut y avoir des événements où un ARN messager qui n'est pas celui du rétrovirus puisse être reverse transcrit, donc un ARN cellulaire ou l'ARN du vaccin? C'est peu probable parce que les ARN cellulaires et l'ARN du vaccin n'ont pas ces séquences LTR, n'ont pas ces mécanismes. Il n'y a pas tout ce qu'il faut pour réussir à faire vraiment la reverse transcription, à échapper à la surveillance de la cellule, à aller dans le noyau. Tout ça sont des processus que les virus ont développés, qu'il n'y a pas en général, et le vaccin ARN messager donc n'a pas bien sûr ce processus. Et pour finir, je dirais que si ça peut arriver, ça arrivera avec le virus, parce que le SARS-CoV-2, c'est un virus à ARN. Donc quand vous êtes infecté par le virus SARS-CoV-2, votre corps produit des ARN messagers qui codent pour la spicule. Quand vous êtes injecté, vous recevez 30 microgrammes d'ARN messager qui codent pour la spicule. Quand vous êtes infecté, vous avez de l'ARN messager qui code pour la spicule partout, dans vos poumons, dans votre sang, dans tout votre organisme. Le virus va produire ces ARN messagers, vos cellules vont faire de l'ARN messager du virus, dont de l'ARN messager qui code pour la spicule. Donc, s'il est possible que l'ARN messager qui code pour la spicule soit reverse transcrit et s'intègre, alors ce risque, il existe surtout chez les gens infectés, parce qu'ils vont être plein d'ARN messagers codant pour la spicule, pas seulement au site d'injection comme pour le vaccin, mais dans tout leur corps. Donc, s'il y a un risque d'intégration d'ADN correspondant au gène de la spicule, alors ce risque existe chez les gens qui sont infectés. D'où, si ce risque existe, vaccinez-vous, parce qu'à ce moment-là, vous êtes protégé contre le virus qui, lui, si c'est vrai que l'ARN de la spicule peut être reverse transcrit et s'intégrer, alors ça va se passer chez les gens infectés, pas chez les gens vaccinés. Oui, c'est rassurant. Oui. Et aussi, en fait, maintenant même, les Chinois, ils vont combiner peut-être le virus inactif, le vaccin inactivé, avec les vaccins ARN messagers. Peut-être ils vont étudier comme ça parce que, comme vous avez souligné, pour des raisons de difficulté de production et aussi protection de moindre degré, ils vont aussi passer probablement aux productions de vaccins ARN messagers. Et juste une anecdote pour le vaccin contre la variole. En fait, une dame anglaise a remarqué au départ, avant Jenner, qu'en Anatolie, en Turquie,
il prenait le pouls de gens infectés et qui inoculaient les autres pour protection. Donc, c'était le point de départ. C'était une ancienne, disons, chose qui était déjà faite en Turquie. Ok, ça je ne Oui. savais pas. Je savais qu'il y avait énormément de... Les villages partout savaient très bien que les personnes en contact des vaches étaient protégées contre la variole. Donc Jenner a fait l'expérience avec ce pauvre enfant, exactement. mais c'était déjà connu par les populations que c'était comme ça, on se protégeait quand on avait cette maladie de la vache, on n'avait plus la variole. Donc je ne savais pas que c'était aussi le cas en Turquie, mais c'était probablement assez partout dans les villages. C'est un peu cette médecine traditionnelle, beaucoup vient de ça. Donc, les gens savaient déjà comment on se protégeait contre les maladies et sans vraiment savoir pourquoi. Et Jenner a un peu déroulé le fil et l'a fait de manière active, alors qu'effectivement, les gens le faisaient de manière juste traditionnelle. Mais je ne savais pas que aussi en Turquie. Merci. 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 Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y a ma collègue Yélise qui voulait vous poser une question. Vous avez encore quelques minutes, Monsieur Pascolo? J'ai tout mon temps. Mon prochain rendez-vous est à 3 heures. D'accord. Donc, Yélise. Moi aussi, je veux remercier Monsieur Pascolo pour cette belle présentation. Je veux en fait comprendre, est-ce que les cellules musculaires, au lieu de vaccination aussi, font la transcription ou bien seulement les cellules immunitaires? Parce qu'on entend souvent des gens qui ont mal au bras pendant 24 heures après la vaccination. Oui, c'est une question difficile à répondre parce que les liposomes qui sont utilisés sont nouveaux. Donc, on n'a pas encore de biopsie qui permettent de dire ces liposomes, est-ce qu'ils transfectent les cellules musculaires, les fibroblastes, les cellules immunitaires. Au site d'injection, vous avez beaucoup de cellules différentes. Et on ne sait pas exactement, encore, je n'ai pas vu de résultat pour ces liposomes-là, quelles cellules ils transfectent. Mon évaluation, c'est que les liposomes ne sont pas spécifiques. Donc, probablement au site d'injection, vous transfectez avec l'ARN des cellules musculaires, des fibroblastes, des cellules immunitaires. Tout ce qui se trouve au site d'injection va être transfecté par le liposome et va exprimer la protéine spike. Et ça va être reconnu par le système immunitaire. Ce n'est pas un type cellulaire probablement qui est transfecté, c'est tout ce que le liposome rencontre au site d'injection va être transfecté. Mais on n'a pas encore vraiment les biopsies pour le prouver. Ok, merci beaucoup. Et cette transcription, ça va être avec limite à votre avis ou bien ça dépend aussi? Aussi, c'est une question qu'on ne connaît pas la réponse encore. Vous voulez dire une limite dans le temps? Dans l'expression de ce spike, en fait, une fois introduit dans le corps des liposomes, là, ok, c'est 30 microgrammes peut-être, mais est-ce que l'effet dans la transcription va durer combien de temps? À nouveau, c'est difficile à dire. En général, avec l'ARN messager produit in vitro, il est suffisamment stable pour résister une journée ou deux avant d'être dégradé. Il y a des ARN messagers qu'on a pu faire qui étaient encore plus stables, qui restaient 3-4 jours, mais à la fin, l'ARN est toujours dégradé. Donc ici, pour ces ARN codant pour la spike, qui sont modifiés avec Moderna et BioNTech, non modifiés avec CureVac, je ne peux pas vous dire combien de temps ils restent dans la cellule. On peut évaluer toujours entre 1 et 3 jours. Il peut y avoir des exceptions, mais après 3 jours, 4 jours, vous pouvez être sûr qu'il n'y a plus d'ARN injecté, il a été détruit. Donc, on peut évaluer, dans le passé, on avait toujours des ARN qu'on pouvait stabiliser, qui s'exprimaient entre 1 et 3 jours, parfois 4 jours, mais pas plus. Donc, chaque ARN est un peu différent. Donc, ces ARN codant pour la spike sont quand même assez grands comme ARN. Donc, de savoir combien de temps il reste, je ne peux pas vous répondre, mais l'expérience avec les ARN en général montre qu'il reste quelques heures et il y a quelques molécules que vous pouvez détecter après 2 ou 3 jours, mais après 4-5 jours, il n'y a plus rien. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un a une question?
Alors moi, j'ai une petite question aussi. D'abord, je vous félicite d'avoir été votre propre cobaye. Donc, ma première question, c'est est-ce que vous faites toujours de la lumière avec la Lucie Pérez? Oui, ça aussi, je voulais savoir. Mais plus sérieusement, quel est le futur de cette biotechnologie? Parce que vous avez dit, elle date d'il y a 20 ans. Il y a une accélération cette année, notamment, il faut le reconnaître, grâce au gouvernement américain de Donald Trump. Oui. Si c'est une bonne chose, c'est peut-être ça. Donc, en mettant beaucoup de milliards de dollars, ou en tout cas de millions de dollars, ça a permis à Moderna, BioNTech, Pfizer de développer ces vaccins. Ouais. Donc, quel est le futur de cette technologie? Est-ce qu'on peut penser, vous avez parlé de traitement de cancer, donc qu'est-ce qu'il en est? Oui, les vaccins anti-cancer à base d'ARN sont très avancés. BioNTech est en pointe avec Ugur Sahin et Özlem Türeci. Ils sont en phase 2 d'ARN messager qui codent pour des protéines du cancer, donc pour développer une réponse immunitaire contre les cancers. On a fait aussi avec CureVac beaucoup d'essais d'ARN messager vaccin chez les patients cancer. Le problème, c'est un peu comme pour le VIH, pour le virus du sida. Lorsque vous faites une réponse immunitaire contre le cancer, ça fonctionne et puis les cellules cancéreuses réussissent à échapper. C'est comme pour le virus du sida. Le virus du sida, même si vous faites une réponse immunitaire, ça fonctionne et puis le virus échappe. Donc, il y a un problème qui n'est pas un problème de vaccin dans le cas du cancer, c'est un problème de comment on peut faire pour que la réponse immunitaire soit suffisamment large pour que les cellules tumorales ne réussissent pas à échapper. Donc, les vaccins ARN messager anti-cancer fonctionnent, c'est-à-dire qu'ils donnent une réponse immunitaire anti-cancer. Le problème, c'est que cette réponse immunitaire, elle va contrôler les cellules tumorales quelques jours, quelques semaines, et certaines cellules tumorales vont trouver une manière d'échapper, comme les variants, dont on parle maintenant pour le SARS-CoV-2, et du coup, ça revient. Donc, ce n'est pas tellement un problème de vaccin, c'est un problème de réponse immunitaire. Et avec les vaccins ARN, on fait maintenant des Ugur Sahin fait beaucoup des ARN qui codent pour les mutations des cancers. Donc, on prend des biopsies des patients, vous prenez des cellules cancéreuses du patient, des cellules saines du patient, du sang par exemple, vous séquencez tout, le génome, et vous trouvez les mutations dans le cancer. Et ensuite, vous faites un vaccin ARN qui code pour ces mutations. Et donc, chaque patient reçoit son propre vaccin. Et ça prend 3 mois. Entre la biopsie et le vaccin, ça prend 3 mois. C'est pour ça qu'on savait, nous, dans le domaine ARN messager, au début de la pandémie, qu'en 3 mois, on aurait un vaccin, puisqu'on le fait, Ugur Sahin le fait pour les patients cancer. Entre la séquence du cancer et le vaccin, il se passe 3 mois. Donc là, c'est des vaccins complètement individualisés qui protègent, qui stimulent une réponse immunitaire contre les mutations que chaque patient a dans son cancer. Donc, ce sont des choses un peu compliquées à mettre en place, mais par contre, qui permettent d'éviter que les cellules cancéreuses échappent à la réponse immunitaire, parce que les cellules cancéreuses ont besoin de leurs mutations. Donc, si le système immunitaire reconnaît les mutations, la cellule cancéreuse ne peut pas échapper. Donc, ça, ce sont les nouvelles méthodes développées en particulier par BioNTech, qui sont très prometteuses. Et aussi, ces vaccins anti-cancer, maintenant, sont combinés avec d'autres thérapies. On le voit, c'est pareil, un peu à nouveau, comme le sida, vous voyez qu'un médicament ne suffit pas, il faut en général 2 ou 3. C'est pareil dans le cancer, chaque approche, chimiothérapie, radiothérapie, vaccin, donne un petit effet. Et là, maintenant, tout est combiné pour que les patients reçoivent 2 ou 3 traitements à la fois, chimiothérapie, immunothérapie, vaccin, pour avoir un effet très efficace. Donc ça, c'est en développement. BioNTech est en phase 2. BioNTech est formidable, donc je pense que d'ici 2022-2023, ils réussiront à avoir l'approbation de vaccins ARN anti-cancer. Donc ça, c'est la prochaine vague, probablement, j'espère, de vaccins ARN. Ça sera des vaccins anti-cancer. Il y a aussi maintenant beaucoup de développement de vaccins ARN contre différents virus, y compris le virus de la grippe, parce que, comme je le disais, ces vaccins ARN sont plus faciles à produire que les vaccins à base de virus. Ils sont véganes. Donc, il y a certains avantages qui font que même pour des vaccins existants comme la grippe, ils vont être remplacés par les vaccins ARN qui sont plus faciles, plus rapides à produire et qui ont certains avantages. Donc, il y aura certainement beaucoup de nouveaux vaccins ARN contre des virus contre lesquels on a déjà des vaccins et aussi des vaccins ARN contre des virus contre lesquels on n'a pas encore de vaccin, comme le RSV ou le CMV. Et aussi, donc,
beaucoup d'ARN messager pour des thérapies. Si je reviens un peu en arrière, ça c'est vraiment un domaine extraordinaire. Ce sont les ARN messagers, ici, modifiés, qu'on peut utiliser pour des thérapies. Parce que là, ça offre la possibilité de traiter virtuellement n'importe quelle maladie. Si vous prenez par exemple la mucoviscidose, donc les gens qui ont des poumons, qui ont une mutation génétique et des poumons qui ne fonctionnent pas bien, il y a des compagnies comme Etris en Allemagne qui font de l'ARN messager qu'on peut prendre par aérosol, qui va dans les poumons et qui apporte la bonne protéine. Alors bien sûr, c'est transitoire toujours, donc il faudrait que les patients prennent toutes les semaines l'ARN, pour toutes les semaines avoir à nouveau de l'ARN qui code la bonne protéine, mais au moins, vous n'avez pas les risques de thérapie génique, de persistance de l'ADN. Grâce à l'ARN, c'est un traitement chronique, mais c'est un grand espoir. C'est pareil pour d'autres maladies génétiques, des myopathies, etc. Vous avez avec l'ARN modifié un spectre incroyable de nouveaux traitements qui ne sont pas des vaccins, qui sont vraiment des traitements où vous exprimez une protéine de manière non inflammatoire, une protéine qui va corriger un défaut génétique, par exemple, ou une protéine qui va amener une fonction comme l'érythropoïétine. Si vous n'avez pas assez de globules rouges, vous injectez de l'ARN qui code l'érythropoïétine et l'érythropoïétine va stimuler la production de globules rouges. Donc, il y a tout un potentiel de reprogrammation de cellules, de modification des génomes qui permettra d'utiliser l'ARN pour virtuellement toute maladie génétique, auto-immune, auto-inflammatoire, dégénérative. Donc, il y a un spectre immense, les maladies de l'œil, tout ça est en développement préclinique, clinique parfois. Donc, avec l'ARN messager, je dis toujours que pour chaque maladie, il y a théoriquement une solution ARN messager. Vous pouvez théoriquement utiliser l'ARN messager pour tout. Donc, il va y avoir, c'est vraiment un tournant grâce au Covid, à cause du Covid, qui a mis en lumière l'ARN messager. Mais il est vrai que depuis déjà pas mal d'années, les ARN messagers sont utilisés dans beaucoup de programmes de thérapie et de vaccination. Il y a une accélération à cause du Covid, mais qui va faire naître effectivement beaucoup de nouvelles formulations d'ARN messager pharmaceutiques pour beaucoup de maladies. C'est un grand espoir aussi pour beaucoup de patients. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur Pascolo, on vous remercie énormément au nom de tous les élèves, de mon directeur, de notre directeur qui était là en début, mais qui avait après une réunion qui a dû s'absenter. Donc, il vous remercie aussi beaucoup de votre collaboration à notre Café Bio. C'était très intéressant. Puis, je pense que pour notre club iGEM, ça ouvre aussi des perspectives pour nos élèves, peut-être après, d'intégrer des unités de recherche et peut-être comme vous, un jour, de monter aussi leur propre société dans ce domaine qui a tout l'avenir devant lui. Et moi, je vous félicite. Et donc, vos élèves ont bien de la chance d'avoir des enseignants aussi dévoués, aussi dévoués à leur travail. Donc, ils ont bien de la chance. Bravo à vous, bravo au club. Et je suis disponible si vous avez besoin de plus d'explications et bonne continuation. Merci beaucoup, Monsieur Pascolo. Merci Merci beaucoup. à vous. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir. Merci, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.